Les femmes autochtones du Canada sont-elles victimes d'un génocide? Dans un rapport rendu public en juin dernier, une commission d'enquête publique l'affirme sans détour. C'est l'objet du projet Indian Time, entre photos et vidéos, signé Elena Perlino. On va essayer également de comprendre les enjeux avec vous, Maya Cousino-Molène. Vous êtes poétesse, écrivaine, conseillère en développement communautaire pour les Premières Nations. Bonjour à vous deux. De quoi parle-t-on quand on dit génocide de femmes autochtones? Bien, écoute, ce qu'on parle, c'est qu'on parle de meurtre, de disparition, de négligence de la part des corps policiers par rapport à la situation des femmes autochtones, du fait qu'elles sont autochtones. Le mot génocide est un mot difficile pour le Canada, certes à entendre, mais c'est une vérité, malheureusement. Et ce n'est pas juste les femmes, mais on parle des peuples, des Premières Nations et Inuits au Canada, partout. Alors, il y a des meurtres, des assassinats, des disparitions, mais aussi l'exclusion et l'isolement. C'est ce que vous, personnellement, vous avez vécu, Maya Cousino-Molène? Oui, malheureusement, je dois dire que moi-même, j'ai témoigné à la commission Vient, c'est le nom populaire qu'on donne au Québec, qui était sur aussi également la situation de certains services publics envers les Autochtones. Et moi-même, j'avais vécu avec la police certains problèmes on dirait, de perception. Elena Perlino, vous avez effectué plusieurs voyages entre Québec et Montréal. Vous avez récolté des témoignages en vidéo qu'on voit un petit peu derrière moi. Dans la communauté Innu, vous en revenez du Canada. L'idée, c'était de raconter ces violences faites aux femmes, mais aussi remettre en question les préjugés. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ces communautés? Bon, je suis partie 4 fois dans des communautés éloignées. Donc, c'était plutôt Shefferville, à côté du Labrador, Natashquan, Sheashit, et seulement plus récemment, grâce au CNAP, donc Centre national d'art plastique, j'ai eu la possibilité de retourner dans un contexte urbain, donc de suivre des autochtones à Wendake, Maluthenam et Montréal. Et c'était intéressant pour moi. Des bases, on a toujours des préjugés. Sur les Premières Nations, à niveau photographique, j'avais des grandes images liées à la violence domestique, liées aussi à des communautés où il y a aussi des vies difficiles à niveau logement, à niveau santé. Les préjugés que vous aviez, c'était Mes préjugés, surtout, on a des préjugés par rapport à tout ce qu'on voit régulièrement. Donc, sur les hebdomadaires, dans la choix des reportages. Donc, pour moi, c'est important. C'est-à-dire, exemple, quand je pense aux reportages photos sur les Grands Nord, je vois des grands oursons blanches coupés à morceaux dans la baignoire. Et je voulais voir, partager le quotidien avec la communauté autochtone de Shefferville. Ça m'a permis aussi d'avoir aussi un regard plus, comment dire, pas seulement sur les choses dures de la vie. Les Inuits, ils peuvent aussi rigoler des petits moments quotidiens, et ça m'a fait du bien. Et j'ai cherché de montrer ça dans les photos et dans la vidéo que j'ai continué à faire à plusieurs reprises. La dernière fois que je suis allée en Québec, c'était pour parler de la violence faite aux femmes, mais surtout de montrer, de parler aux interlocuteurs, pas forcément victimes eux-mêmes de la violence, mais montrer qu'est-ce qu'on fait contre la violence à travers la littérature, à travers des formes des maisons d'hébergement dédiées aux femmes, à travers, par exemple, l'entretien que j'ai fait à Michel Odette, qui est le commissaire de la commission d'enquête sur les femmes victimes. Et c'est ce que vous faites, hein, d'ailleurs, Maya, vous écrivez ces douleurs en poésie. Oui, en poésie. J'ai publié récemment mon recueil de poésie, qui est le bréviaire du matricule 082. Et un des chapitres s'appelle « Mon corps, territoire non cédé ». C'est un rappel sur le fait que le corps des femmes autochtones a souvent été vendu, marchandisé, a été victime de préjugés. Moi, je suis un peu fatiguée du préjugé de la princesse indienne passive, de la Pocahontas, de la femme facile, toutes ces choses qui nous accablent. Je crois que nous, les femmes autochtones, les femmes des Premières Nations et Inuits, on a le droit, je crois, à revendiquer cette fierté d'être une femme, premièrement, et
de pouvoir justement vivre sans préjugés. Alors, il y a cet aspect positif des choses, mais on va quand même rappeler quelques chiffres hein, pour bien comprendre. L'Institut national de justice au Canada a déclaré que plus de 4 femmes des Premières Nations sur 5 ont été victimes de violences au cours de leur vie. Plus de la moitié d'entre elles ont subi des violences sexuelles. 34% ont été violées. Vous diriez que la situation des Autochtones, de manière générale, découle de la colonisation du Canada? Oui, ben, pour moi, le Canada est un jeune pays, hein, donc le Québec encore plus jeune. Et oui, mais je crois qu'au Canada, il faut qu'on réalise que oui, il y a eu colonisation. Je crois qu'il faut ne pas avoir peur des mots comme décoloniser. Et pour trouver des solutions, pour trouver des moyens de se parler. On parle beaucoup du mot réconciliation. Moi, personnellement, j'ai un enjeu avec le mot réconciliation, car on dit que ce soit 2 parties qui ont commis une faute. Donc, je me demande qu'est-ce que les Premières Nations ont commis comme faute, si ce n'est d'accueillir les premiers arrivants. Donc, je crois qu'il faut peut-être aussi réfléchir à d'autres mots pour trouver le chemin de la paix, on va dire. Elena, dans vos vidéos, certains parlent de pensionnats créés dans les années 50 au Canada. C'est quoi ces pensionnats? Mais en fait, c'est en réalité qu'on ne connaît pas trop. Moi, j'ai connu ça quand je me suis rendue au Québec. Et en fait, c'était quelque chose créé dans les années 50 jusqu'à récemment. Aujourd'hui, il n'existe plus ces pensionnats. Le dernier pensionnat fermé en 1996. Et ça consistait tout récent. en quoi? C'était en fait une occasion pour assimiler. L'idée, c'était de passer à travers l'éducation, mais c'était aussi de tuer l'Indien, qu'il y avait l'identité indienne. Qu'il y avait en chacun des Inuits, des Inuits. Bon, Maya peut bien expliquer ça, mais en tout cas, les gens, les tout petits, ils venaient... ils devaient abandonner la famille d'origine pour grandir dans des centres où il y avait d'autres enfants, passer 6-7 ans de leur vie. Ils se sont passés des abus, se sont passés des violences, et sans rentrer dans ces détails qui sont quand même très violents, il y a eu une part d'identité qui a encore des séquelles sur les générations. Alors justement, ce que je peux rajouter là-dessus, c'est que moi, ma mère a été dans les pensionnats autochtones. Oui. Et elle est décédée à l'âge de 67 ans. En fait, elle s'est laissée mourir. Elle est morte il y a environ 3 ans. Donc, nous, les séquelles des pensionnats autochtones sont encore vivaces chez nous. Moi, j'ai été adoptée de manière traditionnelle par une famille québécoise, car ma mère n'était pas en mesure de pouvoir prendre soin de moi, ni de me partager la culture et la langue. Donc, j'ai perdu un peu ça dans toute cette histoire. Donc, oui, la colonisation est encore très proche de nous au Canada. Et plus vite, je crois, on va le réaliser, plus vite, on va trouver des solutions, je crois, pour bien s'entendre. Et justement, on va écouter un autre témoignage qui explique aussi très bien l'objectif de ces pensionnats dans une de vos vidéos, Elena Perlino. Regardez. J'ai essayé en tant qu'Inou de faire ce qu'on me disait de faire, de devenir un blanc, de vivre comme les autres. Puis tu ne te rends pas compte quand tu es jeune, c'est quoi comment ça va affecter ta vie. On nous a enlevé notre langue, puis notre responsabilité de se prendre en main. Maya, en vivant comme des Blancs, vous avez oublié d'où vous venez, vos racines? Ben, j'ai eu la chance de grandir à côté de ma communauté. D'ailleurs, je salue les gens des Coanichites. Mes parents me gardaient proche de ma culture. Heureusement, m'amenaient voir mes grands-mères, m'amenaient dans le bois. Donc, moi, mon passé est un peu différent. Mon histoire est plus positive aussi. Parce que aussi, ça fait partie de ce qu'on appelle les 60 Scoops, les rafles d'enfants autochtones des années 60, 70, 80. On en retrouve même ici des enfants autochtones adoptés. Les travailleuses sociales arrivaient, prenaient les enfants pour des raisons obscures et les envoyaient en adoption. Partout. Donc, oui, mais j'ai quand même grandi proche de ma culture et tranquillement, je l'assimile. Donc, voilà, c'est ça. L'idée, clairement, c'est l'assimilation à la culture dominante, à celle des Blancs. La vie occidentale vous a rendu dépendante? C'est ce que disait aussi... Non, moi, ce que j'ai trouvé, ce que mes parents ont réussi à faire... Peut-être pas vous, mais peut-être d'autres dans les témoignages, c'est ce qu'on entend aussi, cette dépendance qu'ils n'avaient pas avant, avec les anciens leur apprenaient comment vivre, comment se débrouiller tout seul, ce qu'ils n'ont plus aujourd'hui. Oui, par exemple, j'ai pu remarquer à Shefferville que cette dépendance est beaucoup moins forte, parce qu'il y a un lien avec les territoires, que ça remet en cause aussi le lien à l'identité, c'est-à-dire que les traditions ancestrales, on peut les retrouver et les faire revivre plus fréquemment que dans des communautés qui n'ont pas peut-être les bois, comme ils l'appellent, la forêt jusqu'à côté. Et ça donne aussi envie aux jeunes
l'envie de s'élancer, par exemple, dans l'écotourisme, donc chercher d'adapter la vie moderne à des traditions qui appartiennent aux ancêtres. Est-ce que de manière générale, vous diriez qu'il y a quand même eu des changements sous l'ère Trudeau, un respect envers les communautés autochtones? Écoute, je lui laisse le terme qui vient pour continuer le travail, pour voir si ça va s'améliorer. Ce qu'il y a eu de bien, c'est qu'il a quand même permis la venue de l'enquête nationale. Déjà là, c'est quelque chose. Moi, ce que je trouve déplorable au niveau de l'enquête, c'est qu'elle n'a pas duré plus longtemps. Je crois qu'il y aurait eu place à ce qu'elle soit rallongée. Donc ça, c'est quelque chose que je déplore du gouvernement Trudeau. Mais on ne peut pas se cacher que, bon, si on veut avoir des choses qui avancent, des dossiers qui deviennent concrets, il faut faire affaire avec ce gouvernement-là. Donc il faut y croire. Quelles sont les autres lacunes que vous diriez qu'il y a dans ce gouvernement? Le logement, l'accès à l'eau potable. Il y a encore des communautés qui vont faire bouillir l'eau, qui n'ont pas l'eau courante. L'accès simplement à la communauté, je pense à la nation Atikamekw, Néo-Wizio, qui doivent rouler encore sur des routes de gravelle qui ne sont même pas asphaltées, qui a encore des accidents, on perd des gens dans des accidents de forestiers. Donc pourquoi on doit avoir des conditions comme ça dans un pays qui se dit moderne et favorable à la vie? D'où le besoin de ce travail mémoriel, c'est ce que vous faites, Elena, avec des programmes d'échange également entre le Canada, ses communautés et la France? Oui, grâce aux rencontres internationales de la photographie en Gaspésie, grâce aussi à l'INALCO, l'université à Paris, on a prévu des échanges sous forme de tables rondes et de conférences pour inviter les jeunes à venir et à rencontrer les homologues. En même temps, on est en train de prévoir un jumelage avec aussi l'Amérique latine, donc la Guyane et les autochtones Inuits du Québec. Le projet photo et vidéo Indian Time. Merci Elena Perlino, merci également à vous Maya Cousineau-Molène, merci d'être passée dans nos locaux de TV5 Monde.